n'oubliez pas d'agiter la petite cloche pour avoir des notifications, parce qu'après, il ne faudra pas rouspéter que vous n'avez pas reçu de lien pour avoir le live. Aujourd'hui, on est en direct, directement. On est à la nuit à Rio. Il est 18h35. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, parce que vous êtes partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler des circuits de conscience supérieure. On va parler des drogues traditionnelles et on va parler de l'initiation. On a progressé au cours de ces dernières semaines avec le Lama Pulbo, avec Nicolas, qui est un grand spécialiste des toxicomanies, de la toxicité, mais aussi des phénomènes de conscience qui sont liés à la prise de drogue, parce qu'en effet, il y a une prise de drogue qui est profane, moderne et qui corrompt la santé. Mais par contre, il y a des prises de drogue traditionnelles qui, elles, sont bonnes, sont faites dans un cadre initiatique, très momentanés, qui ne sont pas là pour se divertir, qui sont là pour nous déconditionner de l'ego et nous permettre d'atteindre des dimensions, des niveaux de conscience jusqu'à la co-créativité, où on est le collaborateur de Dieu, tout simplement. On n'est pas en opposition avec lui, on est co-créateur, on se marre bien avec lui dans son activité de création. Ça devient vraiment très intéressant de vivre parce qu'on n'est plus embarqué par l'ego, on est embarqué par le délire divin et on devient des fous de Dieu. Voilà, alors on a peut-être un fou de Dieu avec nous, qui sait, peut-être, je crois que j'en suis sûr même. Et voilà, donc c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Je vais intervenir à chaque fois en tant que naïf. Voilà, donc on va être ensemble environ une petite heure et demie, c'est ça. Et pendant cette petite heure et demie, moi je vais continuer à faire mon procès verbal d'Assemblée Générale d'Éco-Village. Et je vais écouter d'une oreille très attentive ce que dit Nicolas pour pouvoir éventuellement intervenir de temps en temps. Donc aujourd'hui, cher Nico, est-ce que tu veux te présenter encore un petit peu? Oui, alors, dégager un peu l'ensemble, voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà, alors on est en 8K, hein. Waouh. C'est donc en super définition avec du haut débit sur un iPhone 12. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une super image et j'espère un très bon son. Au cas où vous entendiez mal, on mettrait tout simplement à Nicolas une petite oreillette, hein, mais pense bien à faire porter ta voix. Ouais, si. Ok, Bon. merci Nico. Ouais, merci Pascal. Bonsoir à tous. Donc merci à vous d'être là pour la suite des circuits de conscience. Donc la dernière fois, on était sur ces circuits de conscience inférieurs, du 1 au 4. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui je suis, pour les nouveaux sur la chaîne qui ne connaissent pas, je vais me représenter. Alors, je suis un yogi depuis de nombreuses années. J'ai vécu une certaine expérience de vie dans différents milieux de la société, dans différents niveaux de conscience. Je n'ai pas commencé ma vie yogi, j'ai commencé ma vie dans une famille populaire, avec un certain niveau de vie, avec un confort de vie, sans non plus trop de richesse. Et puis, j'ai commencé ma vie en Pointe de Bretonne, Finistère. Donc, initié un peu à la tradition catholique. J'étais à l'école privée quand j'étais petit. Et puis, j'ai vécu un peu dans une famille un peu divisée, comme dans ce système, il propose. Vous pouvez suivre Pascal depuis de nombreux mois, il explique tout ça. C'est que le système nous divise les uns les autres, même dans notre cellule familiale, quand il crée la division, à que les enfants aillent juger même leurs parents et porter plainte contre leurs parents, ce qui est inacceptable dans une tradition en fait. Et ça, j'ai eu mon parcours, donc j'ai été dans cette influence du système pendant un moment de ma vie, totalement dépressif, adolescent, donc à fumer du cannabis quand je vivais en banlieue parisienne. J'avais quitté la Bretagne pour vivre du côté de chez ma mère, en banlieue parisienne. Donc, sous cette pression qu'on vit en banlieue, comme Pascal l'explique bien, je l'ai vécu, cette pression, dans différents endroits de la banlieue. Donc, je connais bien ce côté un peu ghetto ou pression de la BAC, parce qu'à l'époque, quand je vivais dans cette banlieue, je fumais du cannabis pour fuir un peu la réalité, la souffrance que je vivais intérieurement, par cette famille divisée où j'avais des mémoires beaucoup en moi qui bouillonnaient et qui me poussaient à prendre des drogues pour sortir de cette souffrance. Donc mes rêves d'enfant étaient mis un peu de côté, pour suivre le système, et puis la demande de mes parents absolument que je trouve ma voie. Il fallait absolument qu'à 18 ans je parte, parce que c'était un peu poussé par la famille à prendre mon chemin de voler hors du nid seul, sans forcément avoir une sécurité affective, sans forcément avoir une sécurité intérieure, une grande connaissance de moi-même intérieure. Donc, dans cette grande peur intérieure, j'ai commencé à prendre des drogues à 15-16 ans. La peur qui arrivait de 18 ans de me retrouver seul, sans cette connaissance de moi-même.
Donc, en vivant en banlieue parisienne, bah, qu'est-ce qu'on trouve plus facilement? C'est des drogues douces, hein, dites entre guillemets drogues douces, qui ne sont pas forcément légales et qui ne sont pas forcément non plus comment dire, un chemin juste, hein, pour affronter la vie. C'est plutôt, on dira, une position de facilité. Donc j'ai choisi cette facilité que le système proposait, hein, parce que oui, le système propose ça, il propose pas forcément des solutions, hein, il propose soit de suivre une thérapie de psychologie traditionnelle, on va dire freudienne, qui nous pousse un peu à rentrer dans le moule. En fait, quand on a un problème émotionnel, bah, on va creuser les mémoires, mais on va pas forcément aller travailler dessus d'une façon alchimique, ésotérique, à transformer avec la gnose, à prendre conscience du symbolique, dans un certain sens à s'en libérer, à le transmuter. Non, on va plutôt le fixer et puis au final renforcer son ego. Donc moi, j'ai pas choisi ce chemin-là, j'ai choisi l'autre chemin. L'autre chemin, c'est ce qu'on va prendre quand on choisit pas d'écouter le système, on va prendre une drogue, hein, pour fuir entre guillemets cette souffrance, la mettre de côté. C'est-à-dire qu'on va, dans un certain sens, moi ce que j'ai vécu, hein, jusqu'à environ 21 ans, de mes 15 ans à mes 21 ans, une fuite de mes souffrances intérieures profondes, parce que c'était trop dur à les vivre, en prenant de la drogue, pour, comment on dirait, pas exorciser, mais euh, potentialiser, voilà, chercher le terme. Mettre ce potentiel de souffrance à côté, hein, de mettre comme on boit de l'alcool, ou on prend du tabac, ou on va prendre du café à outrance, ou du sucre raffiné, tout ça, ça va nous potentialiser des émotions lourdes, des mémoires qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, et que souvent que la vie nous pousse à exorciser avec une kundalini qui monte dans la colonne vertébrale, quand on est un peu à l'écoute des forces de la nature et qu'on se laisse prendre par ces forces. Et ben on va empêcher cette énergie de monter en nous dans les chakras, hein, parce que dans le yoga traditionnel indien on parle des chakras, et qui nous permet en fait d'alchimiser les mémoires qu'on a au fond de nous-mêmes. Donc souvent on va prendre du café, on va prendre du chocolat, on va prendre du tabac, hein, on va prendre toutes comment dire, ces substances dites euh, toxiques, actives, qui vont bloquer en fait cette montée d'énergie dans la Kundalini, dans la colonne vertébrale, hein, et en bloquant, qui nous empêche en fait un éveil de conscience dans les chakras supérieurs, hein, que ce soit la gorge, la libre expression, hein, Ajna, le côté du troisième œil, hein, qui donne la claire lucidité, la clairvoyance, et le chakra couronne, hein, qu'on verrait que sous cette image de lotus à 1000 pétales, qui nous permet de l'éveil à la conscience supérieure, à la descente de l'Atman, hein, cette conscience qu'on voit dans la tradition indienne, cette conscience supérieure qui nous permet de nous connecter en fait à la réalité qui est superposée, qui n'est pas forcément vécue par le monde entier. Que en fait, un peu comme dans le film Matrix, on a une forme de réalité superposée à notre vision, un peu endoctriné dès la plus tendre enfance à avoir des tuyaux branchés un peu sur comment dire, sous nos portes de la perception, hein. Aldous Huxley il parlait bien de ce terme, les portes de la perception. Et on a des filtres comme ça on va dire, qui va activer des facettes de l'ego. Et ces filtres sont un peu encrassés, hein, par le système, par nos karmas personnels. Hein, on parle de karma dans la tradition indienne. Le karma, c'est quoi? Ben, c'est les actions-réactions d'un flux de conscience qui doit être réglé dans une vie où on s'incarne. Et une fois qu'on est dans la carne, dans la chair, ben, on est là pour travailler sur nous-mêmes, dans ces mémoires, hein. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ces mémoires, ben, elles nous manipulent. Hein, on vit un peu comme le jour sans fin avec, je sais pas si vous connaissez ce film avec Bill Murray. Oui, il vit le jour de la marmotte sans fin dans une petite ville, tant qu'il n'a pas accepté au fond de lui-même qu'il était un journaliste à moitié véreux, orgueilleux, arrogant, et qu'une fois qu'il lâchait prise, qu'il prenait conscience qu'il avait un travail d'humilité à faire, et ben, qui est tombé amoureux d'une femme, et là, la vie lui a permis de trouver des fenêtres pour sortir de sa boucle temporelle. Et ben, on est tous un peu mis dans cette épreuve-là dans notre monde, hein.
Donc la dernière fois, je vous parlais de circuit de conscience supérieur, hein, de faire le pas, hein, le pas de la foi, comme Indiana Jones dans le 3, là, quand il va chercher la coupe du Graal pour son père qui est en train de mourir à la fin du film. Ah, il faisait ce pas de la foi dans le vide, hein. Donc c'est un peu ça, pour passer au circuit de conscience supérieur, c'est un peu ce pas de la foi qui est demandé de faire. Donc on n'est pas obligé de prendre des plantes, hein, comme du cannabis pour monter sur les circuits supérieurs, hein. On peut y aller avec une tradition, une voie traditionnelle. On est initié, hein. Normalement on fait un vœu d'aider les autres et de s'aider soi-même, d'avancer en conscience. Un peu cette voie du chevalier dans la tradition templière, hein, avec son fidèle compagnon qui lui permet de prendre conscience et d'initier en même temps, hein, où il y a un juste miroir qui se met en place. Et on passe comme ça à l'initiation des circuits de conscience supérieure. Donc sur ces circuits de conscience supérieure, hein, la dernière fois, je vais reprendre un schéma, je l'ai sur mon téléphone là. Alors, circuit de conscience supérieure 5, on va vivre un côté plus de conscience de l'énergétique. Alors ce côté conscience énergétique, ça va permettre de se libérer un peu de la dualité terrestre pour reprendre une conscience de l'unification dit d'un côté supraterrestre. Donc là, c'est des termes un peu qu'on emploie dans le New Age, hein, ou dans la physique quantique, parce que j'ai été un peu initié de ce côté-là aussi, j'ai eu des enseignements, et où j'ai fini par prendre conscience que ça me bloquait en avancement, en fait, de me détacher de certaines mémoires liées à une forme d'avidité. Voilà, parce qu'on a tous des problèmes d'avidité, hein. Excusez-moi, en même temps, je cherche la carte des circuits de conscience. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a un contre... Oui, un contre-jour sur la difficulté. Il faut le mettre comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà, j'ai baissé la luminosité de mon téléphone. Il faut le mettre en biais. Ah, ok. Voilà. Donc vous verrez, il y a... Je te le tiens. Merci. Les consciences circuits inférieurs, hein, on parlait des 4 premiers. Avec le premier, chakra racine. Le deuxième, on va monter plus dans la volonté. Hein, on évolue dans le circuit politico-territorial. Hein, le troisième, c'est le côté... merci Pascal. Je le tiens si tu veux. Ah, c'est bon. Ok. Plus devant. Ouais, voilà. Le troisième, on est plus du côté évoluer dans la conscience intellectuelle. Et puis le quatrième, ça va être un peu le côté mondain, bien perfectionné, où on va utiliser un peu les alcools mondains, le côté sexuel maîtrisé, pour essayer de vivre des plaisirs qui nous met dans des états de conscience modifiés. Alors souvent, on monte au cinquième, hein, on va monter en puissance dans le cinquième, qui est plus au chakra énergétique supérieur. Mais on va redescendre après, on va faire une boucle, on va monter au supérieur jusqu'au 8 et on va redescendre au premier, souvent aux racines. C'est pour ça que c'est un 8. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le circuit de l'infini. Une boucle temporelle aussi énergétique. On redescend en énergie une fois qu'on a vécu un moment d'extase. Et donc ce côté 8, en fait, on le vit. Merci Pascal. On le vit inconsciemment tous, en fait. On va vivre cette boucle des circuits inférieurs jusqu'à circuits supérieurs. Et la tradition, elle permet de prendre conscience, en fait, qu'on est dans un certain circuit et qu'on peut en rester un certain moment et on peut retourner à volonté. Souvent, la plupart des humains qui ne cherchent pas une tradition vivent des petits éveils comme ça, des soubresauts, ça clignote, hein, dans leur vie. Ils montent en énergie, ils redescendent vite. Et puis des fois, ils ont des moments d'extase, des moments dans un couple. Je sais pas, ils sont bloqués devant un paysage, ils vivent une forme de contemplation, l'humain. Et là, il y a un éveil qui se passe à l'intérieur de lui-même. Donc un éveil qui le transcende, hein, et puis il retourne à un état normal de sa vie de tous les jours, et redescend en énergie. Donc que ce soit lié à une tradition ou pas une tradition. Et ce côté de conscience supérieure, hein, le côté du circuit de conscience 5, il va être plus lié à... Alors la dernière fois, je vous parlais du conscience mondain, hein, dans le 4, où on fait le pas de la foi, et on va commencer à rentrer dans une conscience plus énergétique. Hein, on va sortir un peu
de la dualité, hein, du côté subi, hein, quand on parle du chien qui se mord la queue dans le karma, hein, dans les mémoires, où en fait on vit une boucle matérialiste. On va sortir un peu de ce côté matérialiste, des circuits inférieurs, pour vivre le côté supérieur, plus du côté à se libérer d'un subi, d'un mode subi, pour rentrer plus dans un mode énergétique conscientisé. Donc ça va être plus lié à tout ce qui est raffinement, hein, dans la sexualité raffinée, hein, à l'époque, je dirais, au Moyen-Âge, il y avait le côté romantisme, hein, dans la tradition chrétienne. Il y avait une forme de sensualité avant que ça soit diabolisé. Hein, c'était une forme de romance, j'ai oublié le terme qu'on pourrait dire, je ne sais pas si tu as un mot, Pascal, pour dire ce côté raffiné du prince, de princesse. Un peu gentry, un peu people. Ça, c'est les termes de maintenant. Ah, de maintenant. Ouais. Princier. Ouais, princier. Ouais, ça me viendra plus tard. Mais il y avait un côté sans trop la morale, au contraire, c'était... Libertin. Ouais, non, là, c'est de l'excès. Ostentatoire, là. C'est le côté bloqué, là. Non, il y avait un côté alchimique, en fait. Il y a vraiment cette notion de couple alchimique. D'ailleurs, aux côtés de la royauté, c'était initié, hein, que ce soit le côté royal au niveau du côté arabe, hein, où il y avait des harems. Hein, il y avait aussi ce côté pleine conscience, en fait, où la royauté était initiée un peu au côté tantrique. Alors, en Inde, on parle du couple shivaïste, avec la Shakti, qui est le côté féminin, et le côté Shiva, qui est le côté masculin. Et il y avait ce côté-là de maîtrise un peu de l'énergie sexuelle qui était à initier dans le côté de la noblesse, qui est toujours initié un peu, hein, dans le côté de la noblesse. On trouve beaucoup la maçonnerie, où on prend conscience de l'énergétique au niveau du plan sexuel. Hein, aussi de la maîtrise de sa base, en fait, quand on arrive un peu à maîtriser sa base au niveau de son instinct. Ce qui nous permet de sortir des circuits inférieurs, en fait. Hein, ce chien qui se mord la queue, c'est souvent qu'il est bloqué dans son instinct. Et bloqué dans son instinct, bah, il est un peu bloqué dans son ego. Hein, le but de sortir des circuits inférieurs, c'est sortir de l'ego. Donc pour sortir de l'ego, hein, c'est d'écouter une forme de musique, parce que je viens de voir un terme musique, c'est cette musique qui nous permet de nous connecter à cette intuition. C'est une musique des sphères un peu, hein, cette musique intérieure qu'on écoute quand on est enfant, souvent jusqu'à 7 ans, on est connecté à cette musique. Hein, on va être créatif, hein, on va écouter notre ami imaginaire, voir un peu ce monde imaginaire d'ailleurs qu'on se construit. Et puis on va être pris, on va pas voir le temps passer. Hein, et puis il y a notre père, notre mère qui nous appelle, hey, c'est l'heure de manger. Puis là on sort de notre imaginaire, oh non, c'est une atroce souffrance. Hein, les enfants souvent ils hurlent, non, je veux pas arrêter. Il vient pas manger d'ailleurs, il aime trop ça. Il est nourri en fait, il est nourri par la grâce. Et à partir de 7 ans, on sort en fait de ce côté connecté. Hein, on va perdre cette intuition profonde, hein, ce cœur connecté, cette innocence en fait. Et quand on est à l'écoute de cette intuition et on fait un travail sur nous-mêmes, on se reconnecte à cette pureté d'enfance et il y a cette musique qui revient. Et cette musique, elle nous permet en fait de nous connecter à cette grâce. Donc on a chacun sa propre musique intérieure à écouter et l'initiation, elle nous permet, que ce soit par des pratiques énergétiques, hein, comme le yoga traditionnel en fait que je pratique moi depuis que j'ai eu des problèmes de santé, parce que je n'en ai pas parlé, mais j'ai eu des gros problèmes de santé à 17 ans quand je fumais du cannabis. Hein, ça m'a rendu un peu schizophrène, hein. C'est les termes médicaux en tout cas que le système emploie. En fait, j'ai ouvert des portes et puis j'étais un peu possédé, hein, par des mémoires, des entités qui passaient au travers de ces portes que j'ai ouvertes. Et puis, bon, bah, voilà, la médecine m'a donné des neuroleptiques, des anxiolytiques, des substances qui m'ont permis de redescendre en énergie et puis de me reconnecter, je veux dire, au système. Et le système m'a permis de me sortir un peu de ma schizophrénie.
Et puis, c'est surtout aussi ma joie de vivre, parce que j'ai une joie intérieure profonde d'enfant. Et voilà, j'aime bien jongler, j'aime bien les arts du cirque. C'était ma passion à côté de ma première carrière professionnelle qui était militaire d'actif. Hein, j'étais dans la marine nationale. Donc j'avais un équilibre de vie qui me permettait de me sortir un peu de ce côté schizophrène, malade, que le système me permet en tout cas de prendre un traitement, hein, pour stabiliser. Et puis intérieurement, j'ai su cette musique qui est revenue, hein, quand j'étais à l'hôpital à 17 ans, et j'ai fait oui, oui, je vais prendre mon traitement. Et un peu rebelle, je l'ai pas pris. Donc ça a duré 2 mois, j'ai pas pris mon traitement. J'étais un peu parano pendant 6 mois. Je voyais des renseignements généraux partout. C'est passé au bout de 6 mois. Et puis je suis retourné à faire un peu la fête, mais moins violemment qu'avant. Donc j'ai pris certaines substances comme ça jusqu'à 21 ans, récréatives, hein, que ce soit du LSD, des champignons hallucinogènes mexicains, de la MDMA, des extasies avec du speed, enfin bon, toutes les substances qu'on trouve en free party. Alors toutes ces expériences, je les ai fait dans un cadre non initiatique, mais je l'ai fait dans ma joie d'enfant de faire la fête. De faire la fête et de toujours aller plus loin, de me dépasser dans ce côté initiatique. Un peu dangereux, hein. C'était se brûler la corde par les deux bouts, hein. Et en plus, j'avais ce côté un peu punk. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Les Berruriers Noirs, hein, il y a un autre groupe qui s'appelle Les Salles Majestés, un peu révolutionnaire à lutter contre le système et comme certaines chansons qui le disent, mourir à 20 ans. Hein, j'avais jusqu'à 21 ans, un peu une envie de mourir et de me donner à fond dans ce côté, hein, un peu, allez, je me donne à fond et j'explore ce monde invisible avec des substances un peu folles. Et puis, peu importe ce qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout, hein, mourir à 20 ans. Donc cette autodestruction, ça a duré jusqu'à 21 ans. Je suis mort. Je suis mort d'une certaine façon initiatique, hein. J'ai été à l'hôpital à l'hôpital psychiatrique pendant 2 mois. J'étais à Brest, c'était Board. Et là, c'était une grande descente en enfer. C'était pendant 2 mois, j'ai eu des grosses bouffées délirantes. Ma famille a eu très peur, a été très présente pour m'aider à aller mieux. Que ce soit mon père, ma mère, mes grands-parents. J'ai senti tout cet amour en fait. Et j'étais vraiment au plus profond d'une noirceur profonde, hein, à vouloir mourir, et puis à entendre des voix, des gens qui arrivaient vers moi, comme si j'avais un grand éveil de tous mes sens psychiques, mais pas du tout initié à les maîtriser. Hein, c'est comme dans le yoga, on parle des siddhis, c'est une forme de pouvoir psychique qui se révèle quand on pratique le yoga, les asanas, et qui peuvent nous piéger en fait dans une forme d'illusion. Et les drogues, elles m'avaient éveillé à ce côté-là, hein. Comment? Excuse-moi. Et ça m'avait éveillé en fait, ce côté-là, mais ça m'avait, comme dit Aldous Huxley, les portes de la perception étaient ouvertes, mais j'avais pas une initiation traditionnelle pour me protéger. Donc c'était très dangereux, je pouvais y perdre mon âme en fait. Hein, et même me faire totalement posséder à avoir un accident grave et mourir. Donc j'ai été protégé heureusement par la grâce de Dieu, par ma famille qui était un peu consciente, sans être pratiquante, mais en tout cas avoir cet éveil de cœur à me retenir de m'autodétruire, et m'a donné dans les mains des spécialistes du système. Donc là-bas dans l'hôpital, j'ai senti qu'il y avait autre chose, parce que j'ai eu heureusement une personne qui m'a fait vivre une conscience méditative par la sophrologie. Je remercie, hein, vraiment ce qui est passé au travers de cette personne, parce que j'ai eu un éveil de conscience dans cet hôpital qui m'a dit de ne pas prendre le traitement. Et à partir de ce moment-là, de cet éveil que j'ai eu, ça m'a permis de me dire, bon je vais quand même faire ce qu'il me demande pour sortir, parce qu'il ne me laissait pas sortir sans prendre le traitement. Et je vais arrêter une fois sorti de l'hôpital avec l'aide qu'il propose. Mais à côté, je vais me former à la sophrologie. Donc pendant un an et demi, je me suis formé à la sophrologie caïcédienne sur les 2 premiers niveaux pour apprendre cette méditation un peu occidentale. Hein, parce que c'est sorti des temples bouddhistes avec une vision thérapeutique occidentale. Donc ça peut renforcer l'ego, hein. Ça m'avait renforcé d'ailleurs un peu l'ego.
mais ça m'avait permis de sortir de l'influence des traitements. Je suis sorti de l'influence des traitements. Donc, première prise de conscience de ce circuit 5, en fait, énergétique, hein, avec des techniques de visualisation, de respiration, de libération, de certaines mémoires, une prise de conscience que je peux maîtriser, hein, un côté énergétique par la visualisation, et que je peux vivre des états de conscience modifiés que je cherchais à vivre avec les drogues, mais que les drogues, en fait, me faisaient pas monter en vibration, en fait, me faisaient garder ce côté circuit inférieur. Hein, l'alcool, la cocaïne, le speed, tout ça, la morphine, c'est des circuits basiques, hein. Le cannabis va permettre de monter, mais s'il n'est pas utilisé chamaniquement, en conscience, que c'est une des plantes les plus subtiles avec le tabac chamaniquement, hein, on redescend très vite en vibration. Et puis avec la teuf, c'est le langage des teufeurs, hein, on redescend dans les circuits inférieurs et on s'englue en fait dans une forme de boue. Hein. D'ailleurs, en teuf, on a de la boue devant les murs de son, les murs d'enceinte, et on a de la boue jusqu'aux genoux. Des fois, on danse dans la boue et on est hilar, mais on est totalement envasé dans le bas astral. Hein. Et là, on sert de nourriture pour des entités. Donc, le bas astral, c'est quoi? C'est un terme pour dire la glu du subconscient. C'est un terme un peu freudien. Ok. Qu'on a tous au fond de nous-mêmes, hein. C'est des mémoires profondes. Alors quand on n'a pas un travail traditionnel sur nous-mêmes, que ce soit par le chamanisme avec les plantes dites initiatiques, les plantes de pouvoir, avec le tabac, avec le cannabis pour monter au supérieur, mais après sur le supérieur, le chaman initié, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire prendre, chez les Buntu, ça va être l'iboga. L'iboga, avec la gnose traditionnelle de l'Afrique et les Buntu, les pygmées, on va être initié au rite chamanique de chez eux, hein, qui remonte à l'Égypte antique en fait. C'était un lien qu'ils avaient avec l'initiation des temples des mystères. Hein. Hein, donc ça permet en fait de se brancher au circuit de conscience supérieure. Hein, ce circuit 5 énergétique, il y a le circuit 6 à côté. Et le circuit 6 à côté, c'est le circuit du voyage chamanique. Donc, circuit 6 du voyage chamanique, il permet de conscientiser, hein, ce voyage en pleine conscience des circuits dits supérieurs de conscience et inférieurs, hein, sous 3 mondes. Hein, dans l'initiation chamanique traditionnelle, on parle de 3 mondes. On parle du monde d'en bas, avec des entités, qu'on parlerait symboliquement des guides. Excusez-moi, il y a des termes comme ça qui viennent pas. Des animaux totems, hein, qu'on peut en contacter dans ce monde d'en bas. Du circuit milieu qu'on dirait un peu ce monde magico-lyrique, hein, qu'on emploie hein, au Moyen-Âge avec les fées, les ondines, un peu ce symbolique des élémentaux, hein, avec le petit peuple, hein, auquel on peut rentrer en contact. Ou à ce moment-là, quand on rentre en contact, c'est un peu des pactes, hein, ça peut être dangereux, on peut se faire du mal au niveau du corps énergétique, mais aussi au niveau de son âme aussi, on peut vraiment s'engluer dans des gros problèmes. Hein. Et puis après, il y a les mondes du circuit supérieur, où là, on est plus dans le côté mystico-religieux, où on va rentrer en contact avec une sphère de divinité. Hein. Et là, ça peut être à double tranchant. Hein, il y a des chamans, ils sont dans le côté sombre, donc ils vont rentrer en contact avec des arcanes sombres. Et puis après, traditionnellement, dans le côté mystico-religieux, hein, quand on se connecte, entre guillemets, à un terme qu'on dirait de haute vibration, de haut astral, hein, ça va être des structures très cristallines, avec des formes de divinité dans lesquelles on peut être incorporé, qui nous permet de nous libérer en fait de ces basses vibrations et d'avoir des initiations au travers des symboles, au travers des messages subtils, hein, qu'on va vivre dans notre vie de tous les jours. Donc le chaman, lui, il est en contact permanence avec, en permanence en contact en fait avec ces mondes subtils, hein, que ce soit par les plantes au début, hein, de son initiation. Il va initier ses disciples, en tout cas les personnes qui viennent pour vivre des raisons ou des recouvrements d'âme, comme on dit, hein,
comme des travaux aussi de transmutation des mémoires, hein, et récolter des fragments d'âme qui sont un peu éparpillés par des problèmes karmiques qu'on a tous eu, hein, dans notre flux de conscience. On est un peu divisé, hein, en nous-mêmes. Une sous-personnalité. Ouais, des sous-personnalités. Des Hein, samskaras. ouais, samskara. Il y a le film Split qui en parle. Ouais. Hein. Fragmenté. Ouais. Et il y a aussi, je pense pas le Seigneur des Anneaux, mais il en parle bien aussi, celui-là, de ces mondes comme ça, supérieurs et inférieurs. Je pensais à Harry Potter. Harry Potter, moi je suis fan, hein, je regarde tous les ans comme Les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits, j'adore ces films, je suis à fond sur les films, je suis passionné par tous ces symboles qui passent au travers. Et Harry Potter, à un moment, il y a ce côté symbolique très fort, euh, des mondes d'en haut, du monde d'en bas. Bon, j'avais quelque chose que je voulais dire, mais c'est passé à autre chose. Là, je suis branché sur le monde d'Harry Potter, qui est très particulier. En tout cas, Dumbledore, c'est un être de sagesse, hein, qui a la gnose, qui travaille, qui initie d'ailleurs à Poudlard, hein, dans l'école des magiciens et des magiciennes. On appelle ça des sorciers, hein, dans le terme, dans le langage des oiseaux, dans le mot sorcier, on peut entendre sourcier, hein, ceux qui cherchent à se connecter à la source de toute création. Donc, il y en a, ils sont versés dans le côté sombre, il y en a qui sont versés dans le côté lumineux. Hein, et dans ce côté lumineux, bah, ça nous permet en tout cas d'aider les autres à mieux se connaître, hein, à sortir de cet englument que le système nous met tous sur le dos. Hein. Hein, il ne nous aide pas à nous éveiller. Au contraire, il nous met du plomb dessus. Et ce plomb, hein, bah, quand on est initié à cette gnose traditionnelle, on apprend à ces notions d'alchimie. Hein, qu'est-ce qui est le but de l'alchimie? Bah, c'est de transformer le plomb en or. Et ces circuits de conscience supérieurs, hein, du circuit 5 au circuit 8, eh ben, on devient des alchimistes en puissance. On apprend à se connecter à cette conscience supérieure, hein, par des pratiques. Donc le yoga traditionnel, les asanas permettent, avec la respiration, du pranayama, à transmuter des mémoires par les chakriyas, les rites de purification. Hein, il y a les pujas aussi, hein, avec les rites de feu. Hein. Moi, je pratique Agni-Hotra, qui est une célébration avec le soleil levant et le soleil couchant, que s'il y a des yogis qui regardent, ils connaisseront bien. Hein. C'est un peu une pratique de géobiologie, hein, aussi, de faire une purification de l'environnement, mais aussi des mémoires en soi et de toutes les personnes qui nous entourent sur un rayonnement d'1 kilomètre à la ronde. Donc la nature est transmutée, et aussi la nature humaine. Donc, c'est des pratiques que j'ai fait au restaurant pour purifier ce qui se passait, que j'ai fait dans la maison de là où je vis, que je vais bientôt ici faire aussi dans la maison de Pascal, parce que ça m'avait été demandé par Raymond. Donc, que je vais venir faire bientôt, si Pascal est d'accord. Donc, ces côtés supérieurs, on s'y connecte sans forcément être dans une tradition, mais en étant dans une humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est l'image du chevalier qui met un genou à terre pour se faire adouber. Hein, vous voyez tous dans ces contes et légendes, hein, ce chevalier devant la reine. La reine, c'est la connaissance, qui est là avec l'épée qui adoube le chevalier. Dans ce côté-là, un enfant, il a des fois ce cœur pur, et en toute humilité, il va recevoir la grâce, juste par dire excuse-moi à son ami qui il a été injuste. Et on peut tous se trouver dans cette position-là, même si on est un peu chargé par le système, hein, ce qu'on a sur le dos. On peut trouver ce côté d'humilité, hein, où on est des fois humilié, et si on ne juge pas Dieu et qu'on remercie de ces expériences de vie qu'on vit, bah, on est adoubé, hein, par cette connaissance. Donc la tradition nous permet en tout cas d'être adoubé par une magie ancestrale. Et cette magie ancestrale, hein, on la voit dans Harry Potter, on la voit dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des grands films que des initiés ont écrits, que d'autres, comme Jules Verne a écrit, des contes et des légendes qu'on retrouve aussi au travers de Walt Disney, qui était un initié américain, qui écrivait en fait une ose au travers de ses histoires, et qu'on retrouve dans l'alchimie traditionnelle. Par exemple, il y a
Blanche-Neige, hein. Moi j'aime bien Blanche-Neige parce qu'on parle des 7 nains. Hein. Ces 7 nains, c'est quoi? Ça serait ces 7 chakras, hein, avec différentes positions des nains. Donc je ne vais pas vous les dire tous parce que là on va monter sur une échelle, cette échelle de Jacob, et c'est peut-être pas le moment de vous en parler. Je viendrai peut-être vous en parler à un autre moment. Hein, cette échelle de vibration qu'un chaman est capable d'aller voyager. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et il voyagera avec les plantes, mais au bout d'un moment, je ne sais pas si vous connaissez Carlos Castaneda, il parle de faire ce voyage sans les plantes, hein, dans ses écrits, avec Don Juan. Don Juan initie voilà, son disciple, et son élève, en fait, dans sa discipline, il va apprendre qu'il doit lâcher les plantes de pouvoir et se faire confiance en lui-même, et par la gnose avancer comme ça, et être à l'écoute de cette musique pour avancer. Donc il avance comme ça sans prendre les plantes. Et il est demandé au bout d'un moment, bah voilà, une fois qu'on est initié et qu'on devient un chaman, un initié, et ben de lâcher les béquilles, de faire pleinement confiance à la vie, que ce soit une pratique spirituelle, hein, qu'on met cycliquement dans sa vie, ou une plante de pouvoir, de faire pleinement confiance. Et c'est la carte du fou, hein. On part sur le chemin comme ça, pleinement confiance de son intuition et de son cœur, et on y va. Donc il y a très peu d'initiés qui arrivent à ce niveau-là, hein. C'est le saut dans la Kabbale de l'arbre des Séphirotes, on parle du saut de Da'at, hein, le saut voilà, de pleinement de faire confiance. Et il y en a des fois, ils chutent en fait, ils chutent à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à faire un pas dans leur orgueil, leur arrogance. Ils chutent vibratoirement et puis ils se retrouvent en enfer. Donc dans cet enfer, ils doivent recommencer à tout à zéro, remonter cette échelle. Donc nous sommes tous mis à l'épreuve à chaque instant par nos choix en pleine conscience, hein, de faire cette montée, cette descente. Et souvent, tous les ans, hein, quand on est en hiver, quand on va vers l'hiver ou quand on va vers l'été, on vit cette vibration de montée et de descente. Donc quand on a des projets intérieurs ou des projets extérieurs, hein, si on est à l'écoute de notre intuition et de ce que nous demande Dieu en réalité, on va voir que notre ego, des fois, nous guide à l'extérieur de cette intuition et de ce cœur vibrant que Dieu nous demande d'écouter. Donc on est tous mis à l'épreuve, hein, à chaque instant. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, même ce circuit de conscience qu'on peut étudier, hein, qui est juste une carte, hein, cette carte, au bout d'un moment, on explore des nouveaux mondes, des terra incognita. Et puis des fois, il nous est demandé de lâcher cette carte, hein, de lâcher tout repère. Hein, parce que qu'est-ce qu'on peut entendre dans le mot repère, dans la langue des oiseaux, hein, c'est le côté père, paternel. Hein, se faire confiance, je dirais, à ce côté maternel, la mère. Hein, la mère, c'est quoi? C'est le cosmos, c'est la Shakti suprême, qu'on dirait dans le côté initiatique traditionnel indien. Hein, la Shakti, c'est le côté féminin, et Shakti suprême, ça va être le côté féminin cosmique, qui nous initie tous, cette grande matrice dans laquelle nous sommes tous. Et au bout d'un moment, elle nous demande voilà, de marcher sans tenir le bord de la piscine, de nager dans ce flux. Et puis, des fois, il y a des cascades, il y a des vagues. Hein, on est au bas de la vague, sur la crête. Et puis voilà, si on aime bien surfer, on peut apprendre à surfer les vagues. Donc tout ça, je vous invite à imaginer, hein, que cet univers dans lequel on évolue, c'est un peu une grande mer. Et cette grande mer, cette Mae, comme on dit, hein, la madré ici dans la jungle, aussi la salva ici en Amérique du Sud, elle est là pour nous protéger, nous faire avancer. Donc souvent quand on est en conflit avec ses parents, moi j'ai vécu ça dans ma propre famille, hein, j'ai rejeté mon père et ma mère. Hein, c'est le système sataniste dans lequel nous sommes tous. Il nous divise de nos propres parents. Hein, il nous pousse à nous séparer de nos parents et à les juger, même les enfermer en prison. Et c'est très malheureux parce qu'on se coupe du principe père et mère à l'extérieur de nous-mêmes, qui va nous faire couper à l'intérieur de nous-mêmes cette source, hein, équilibrante du yin et du yang quand on parle de la voie taoïste.
hein, de ce côté paternel et maternel symbolique profond à l'intérieur de nous-mêmes. Et en se coupant de ce côté profond à l'intérieur de nous-mêmes, on va se couper en fait du juste, de la voie du juste en fait. Hein, que la voie dans le bouddhisme, la voie du milieu que Bouddha proposait, en tout cas dans son enseignement, hein, qui est toujours proposé, hein, que je pratique moi en tant que moine bouddhiste. Cette voie du milieu, c'est d'être en pleine conscience de ce côté paternel en soi, d'avoir la discipline, hein, le côté structuré, carré, être à l'heure, le côté être à l'écoute du temporel, hein, de ce côté organisé dans le monde matériel, et le côté maternel, le côté des sentiments, le côté de la douceur, hein, le côté d'être doux avec soi, le côté d'être à l'écoute de son cœur, en fait, d'accepter les autres tels qu'ils sont, hein, parce qu'on peut apprendre que les autres sont en fait notre miroir, hein, de ce qu'on a réglé au fond de nous-mêmes. Hein, cette source de connaissance nous permet en tout cas de libérer de ce jugement enfermant de l'ego et de rentrer dans ce côté, je vais dire, miroir en pleine conscience et de se pardonner à soi-même, de pardonner aux autres et d'évoluer dans une forme de réconciliation, hein, de ce côté maternel, paternel au fond de nous-mêmes, des principes père-mère, pour créer cet enfant divin à l'intérieur de nous-mêmes. Et cet enfant divin, on l'appelle le Christ, hein, le Christos. Il était fortement présent dans nos traditions du livre, hein, dans le côté, il est toujours présent, hein, en nous-mêmes. Et dans l'alchimie traditionnelle, dans la voie des alchimistes, on parle que à l'époque du Moyen-Âge, ce Christ, Jésus, c'était un symbole pour les alchimistes pour parler de la pierre philosophale. Et ce Christos, on peut le construire en nous-mêmes. Tout alchimiste qui cherche la pierre philosophale dans le creuset, parce qu'il en existe encore, hein. J'ai été initié par une alchimiste traditionnelle qui elle-même a reçu la gnose et la tradition alchimique en laboratoire par son maître, qui s'appelle Patrick Buastenas. Et cette initiée qui m'a transmis des enseignements pour créer cette pierre à l'intérieur m'a permis de voir que cette alchimie traditionnelle existe, qui est possible de faire de l'or véritable alchimique, hein, au-delà de l'or naturel de la nature, de faire un or, hein, que dans la Bible qu'on parlerait de l'oricalque, un or qui a une autre phase vibratoire, que si on transforme au-delà de la phase vibratoire de l'or, qui se transforme en lumière. Et le but de la chimie, c'est pas de faire de l'or en fait, hein. Le but de la chimie, c'est de transformer la matière en lumière, faire disparaître en fait la matrice dans laquelle nous sommes, comme on parlerait du film Matrix, qui est peut-être qu'une illusion, hein. Dans la tradition gnostique bouddhiste, on parle du samsara. Dans la tradition indienne, on parle de la Maya. Dans la tradition de l'Égypte antique, on parlait du voile d'Isis, hein, des différentes couches du voile d'Isis à soulever, hein, de sortir de cette illusion qui nous empêche de se libérer. Et pour sortir de cette illusion, les alchimistes, ils créent dans leur laboratoire, qui créent toujours, d'ailleurs, il y en a qui sont toujours à la recherche, hein, de cette pierre philosophale, hein, cette étincelle divine matérialisée dans la matière qu'on appelle le Christos, le cristal. Hein, ce cristal, pour les alchimistes traditionnels, on l'appelle la pierre philosophale. Hein, dans Harry Potter, on le voit d'ailleurs, c'est une couleur rouge un peu sombre. Hein, cette pierre philosophale, une fois que l'alchimiste il la trouve, qu'est-ce qu'il fait? Traditionnellement, il en prend une partie, une infime partie, il l'ingère. Et quand il l'ingère, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve un pied entre les deux mondes. Un peu comme le chaman quand il vit son expérience chamanique. Il se trouve un pied dans les deux mondes. Il a la conscience du monde d'en haut et du monde d'en bas. Ça c'est la première expérience. Il a le choix de revenir, il revient, hein. Voilà, il a la conscience de ce qui se passe. La deuxième fois qu'il prend la pierre, qu'est-ce qui se passe? Il a la capacité de mettre les deux pieds dans le monde d'à côté, dans le monde de la réalité non ordinaire. Et là, il a la possibilité, on lui dit, tu peux, si tu veux, ne pas revenir. Voilà, tu peux rester avec nous et tu reviendras quand tu le souhaites dans
une autre vie, en tout cas dans une autre réalité. Et l'alchimiste, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il choisit? C'est par rapport à son choix, souvent, hein, il peut revenir sur Terre pour initier les êtres humains. Et en revenant initier les êtres humains, il va lui proposer une voie de libération. Et c'est de là, en fait, que l'alchimiste traditionnel, quand il a trouvé cette voie de libération et qui, un peu comme dans une grande bulle, hein, où voilà, cette bulle où il y a l'énergie agitée à l'intérieur, cette bulle de réalité, de matrice, hein, dans laquelle nous vivons tous, où la grande mère nous dirige un peu avec son amour. L'alchimiste, il est en contact à l'extérieur de la peau de la bulle. Donc il a créé une porte. Hein, cette porte, c'est la gnose de la tradition. Hein, il est passé au-delà et il maintient cette porte ouverte. Cette porte ouverte, il va trouver un disciple et le disciple, il va former un chemin avec le disciple, hein, de libération. Il va apprendre au disciple et le disciple, il va être sur le chemin. Puis l'initié, quand il est assez vieux, hein, qu'il ne veut plus rester, parce qu'il peut vivre longtemps, hein, celui qui a trouvé la pierre, il a l'élixir de longue vie, il peut vivre plusieurs centaines d'années. Hein. On voit dans Harry Potter, d'ailleurs, comment il s'appelle, Nicolas Flamel, qui est un alchimiste traditionnel, avec Dame Pernelle, sa femme. Il est dans le film Harry Potter, on voit qu'il a, je ne sais plus, 400, 500 ans. Voilà, donc cet initié, hein, qui a trouvé l'élixir de longue vie, il reste sur Terre pour initier les humains. Donc c'est un peu dans la tradition bouddhiste, le Bouddha éveillé, celui qui a éveillé son Bouddha, il se transforme en Bodhisattva. Il a le choix de revenir pour aider l'humain ou de revenir sur Terre pour aider les humains à s'éveiller à leur nature Bouddha, ou de sortir de la réalité matérielle, tridimensionnelle, et depuis revenir d'aider les humains sur un autre plan de conscience, plus évolué. Donc, quand on rentre en connexion avec ces plans de conscience supérieurs, hein, du côté du circuit de conscience numéro, 7, hein, ça on verra une autre fois, hein, on est en connexion un peu avec ces formes profondes de divinité qui nous permettent de s'éveiller. Comme de prendre cette substance dite psychédélique en free party, hein, avec soit du LSD ou de la kétamine pour faire des sorties corporelles. Le problème, c'est qu'on ouvre des portes. Traditionnellement, quand on ouvre des portes, normalement, il y a la voie des ancêtres, qu'on appelle dans le chamanisme, qui va être tous les chants traditionnels, où il y a une charge magique qui est émise, qui nous protège des entités maléfiques, qui nous permet de nous connecter à ces divinités d'une conscience dite supérieure, hein, vibrante et éclairante pour la race humaine à s'éveiller à sa nature Bouddha et se libérer de cet enfermement de matrice d'illusion. Quand on se libère des substances et des rites traditionnels, on nous est proposé de ne plus revenir. D'ailleurs, il y a ces alchimistes qui prennent une troisième fois la pierre, souvent ils ne reviennent plus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein, souvent, quand on passe de l'autre côté, hein, quand on arrête ce chemin de revenir pour aider les humains et depuis y revenir, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hein. Personnellement, moi, je ne sais pas. J'ai cette capacité d'avoir un pied entre les deux mondes parce que j'ai eu des grands problèmes de santé à 21 ans. J'ai cette capacité avec le cannabis qui m'a initié, mais aussi d'autres substances, d'avoir ouvert des portes. J'ai été possédé à un moment de ma vie jusqu'à 30 ans où j'ai fait un travail traditionnel, où j'ai vu un moine, un prêtre, j'ai vécu un exorcisme à Rocamadour, dans un chemin traditionnel de pèlerinage. Ça, c'était à 33 ans. Donc je suis sorti d'une phase de possession, où j'ai vécu de mes 30 ans à mes 33 ans une phase d'initiation très forte, hein, où j'ai pris conscience avec l'astrologie, mais aussi en commençant à prendre soin des autres au travers des initiations, où j'ai aidé une personne à qui j'ai vécu, qui était en convalescence, donc j'étais dans un cadre traditionnel thérapeutique, sans avoir l'enseignement thérapeutique. Donc j'ai vécu certaines expériences de descente en enfer qui m'ont permis après de remonter avec la gnose. Donc toutes ces expériences me donnent la capacité en tout cas de voyager entre les mondes.
sans forcément de prendre la plante, mais en tout cas d'accompagner l'autre à voyager avec la plante. C'est pour ça que actuellement il est proposé, que Pascal propose depuis quelques vidéos, de faire des accompagnements avec l'iboga et les circuits de conscience supérieure, cette connaissance de la gnose. Moi, je suis un thérapeute traditionnel qui utilise les soins thérapeutiques que j'ai reçus moi-même et l'initiation à ces soins, qui s'appelle la trame, par exemple, qui est un soin dit vibratoire que Pascal a reçu. Excusez-moi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu les chiens de Rio. Excusez-moi, il y a de l'environnement carioca ici et les chiens aboient beaucoup des fois. C'est l'environnement des chiens de Rio. Et Pascal, je vais en profiter pour à la lune pleine. C'est vrai qu'on est en ce moment au niveau de pleine lune. C'est assez fort. Un petit coup d'iboga et c'est reparti pour un tour. Je regarde vos messages. Et ouais, ce que je disais, c'est que Pascal, vous parlez de l'iboga. L'iboga, c'est traditionnellement une plante du Bantou. Excusez-moi, parce qu'il y a les chiens d'ici aussi de la maison qui rentrent dans un délire des fois. On attend que Pascal revienne. Voilà. Il y a Juan qui va s'en occuper. Pour avoir la libre parole, ce sera plus simple, sinon je vais être embêté. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je fais une petite pause, parce que c'est vrai que j'enchaîne depuis tout à l'heure. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis avec vous. C'est presque peut-être 1 heure, un peu moins. Ah ouais, j'ai le temps, là, il fait 50 minutes que je suis avec vous. Bon, Nicolas, je vais te laisser continuer. Moi, j'ai mangé une pizza. Ok, d'accord. Salut les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Vamos comer ma pizza. Voilà, donc ce que je disais, j'attendais que Pascal revienne s'il y avait un mot à dire. Il l'a dit. Ce que je vais faire après, dans pas longtemps, je vais me manger aussi un bout pour descendre les pieds sur terre, parce que là, on voyage. Beaucoup de choses à vous dire. Et ouais, il y a des questions à soulever, mais là, je vois pas la barre de questions à côté. Ouais. Vous parlez entre vous, donc je vois pas forcément votre discussion, mais en tout cas, je vois les questions qui défilent comme ça. C'est pour vous dire que j'en étais à vous parler du côté traditionnel dans lequel j'initie. C'est que voilà, dans mon côté yogi, à un moment dans ma vie, j'ai eu une expérience de vivre de prana. En 2011-2012, j'ai vu un film qui s'appelait Lumière. Et après, bon appétit. Et vivre de lumière, en fait, j'ai eu des différentes initiations jusqu'en 2014 qui m'ont appris à vivre un certain sens de subtilité de l'énergie de la vie, qu'on appelle le prana dans la tradition indienne, qu'on appelle un prana matériel, prana plus subtil, des énergies subtiles de la vie. Et je suis sorti comme ça petit à petit d'une influence matérielle et de me libérer des plantes, que ce soit les plantes de pouvoir comme le tabac, les plantes de pouvoir du cannabis, des plantes, j'avais pris beaucoup de champignons mexicains ou d'autres, des hawaïens, tout ça pour prendre conscience de certains plans de conscience dits supérieurs. Donc j'avais eu des rêves lucides en m'occupant de ces plantes, en les faisant pousser d'ailleurs, où j'étais connecté à ces plantes la nuit dans mes rêves. Donc je faisais du rêve lucide, c'est le Nidra Yoga quand on parle dans le yoga traditionnel. Donc c'est le voyage chamanique en fait, dans des plans de conscience supérieurs, ou le plan du monde d'en bas aussi. Donc petit à petit, en vivant de prana, de plus en plus dans ma vie, j'ai appris à me libérer du règne végétal. Traditionnellement, on parle qu'il y a plusieurs règnes dans la réalité du plan de conscience. C'est un règne minéral au plan basique, que les minéraux sont vivants, ont une conscience. Aussi que les plans dits supérieurs, dits du monde règne végétal, que ce règne végétal a une conscience aussi. Et que cette conscience, tant qu'on n'a pas appris à communiquer avec elle en réalité,
on peut se faire un peu, comment dire, posséder par ce règne végétal. Alors là, d'ailleurs, j'ai un super exemple, pourrait peut-être connaître, parce que moi je suis un enfant de la télé d'avant, hein, comment dire, avant l'initiation des drogues, l'initiation de la tradition Glagnos. Il y a un dessin animé qui s'appelle Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc là, ça va remonter au Club Dorothée. Club Dorothée, où j'ai beaucoup regardé Dragon Ball Z, tout ça, ça fait partie de mon initiation, comment dire, filmographique. Et ce dessin animé qui s'appelait Jace et les Conquérants de la Lumière, c'était un peu comme Ulysse 31, Nono le robot, hein. Bah, Jace et les Conquérants de la Lumière, on voyait les monstres plantes. Hein, les monstres plantes, bah, on voyait qu'en fait, c'était des plantes vivantes avec une conscience intelligente, hein, qui dominait un peu les êtres humains, hein, qui envahissait la conscience humaine, et qui avait Jace qui se battait pour retrouver euh, son père, d'ailleurs, qui était perdu dans le cosmos. Et il avait perdu aussi quelque chose qu'il voulait retrouver avec un magicien à cette époque. Et pour se libérer en fait de ces monstroplantes. Donc, pour se libérer des monstroplantes, bah, il vivait toute une aventure, hein. Je vous invite à regarder toute la filmographie de la série, vous verrez, c'est intéressant. Bon, ça se répète un peu comme tous les mangas, hein. C'est toujours la même histoire, bien, mal. Mais les épisodes peuvent être intéressants à lire avec une clé de lecture initiatique. Donc, Jace, c'est les conquérants de la lumière. Moi, je vous parlais de ces monstres plantes, c'est que ce règne végétal, quand on apprend à maîtriser son alimentation, hein, que ce soit une alimentation carnivore, à une alimentation plus subtile, dite végétarienne, après qu'on purifie, hein, ça c'est des rites traditionnels qu'on a par exemple chez les, excusez-moi, ça va me revenir, chez les Jains en Inde, hein, ils vivent tout nus dans la forêt, ils sont initiés à se nourrir de prana d'ailleurs. Et petit à petit, on mange plus du végétal cru d'ailleurs, hein. Thierry Casasnova, c'est son univers. Moi, j'ai un peu connu ses enseignements, ce qui m'a permis de m'initier à la nourriture, l'alimentation pranique après. Donc, avec les jus, hein, se nourrir de cru, boire des jus, se purifier, hein, dans un certain sens sur le plan physique. Ça, c'est l'initiation normalement traditionnelle des guérisseurs. Normalement, le monde du vegan est réservé au monde de la capacité de rentrer dans le monde des guérisseurs, n'est pas forcément réservé au monde populaire. Donc là, si on divise avec la gnose, Pascal vous en parle depuis un moment, hein, de la caste réelle de la synarchie, hein, un peuple qui est dirigé par un bon empereur, normalement, l'alimentation végane, l'alimentation dit pranique est plus réservé à la case du clergé. Donc je fais partie de la case du clergé, je suis un moine bouddhiste, je suis voilà, un initié qui a commencé comme tout le monde dans le monde populaire, d'en bas. J'ai vécu dans la cité, j'ai vécu les problèmes de drogue, mais petit à petit la vie m'a poussé à aller chercher pourquoi j'étais malade. Donc j'ai vécu un chemin de quête du Graal, qu'on va dire. Et dans cette quête du Graal, ce Saint Graal, c'était pour moi cette recherche de toujours vouloir plus, hein, cette avidité, donc plus de drogue, plus d'expériences supraconscientes avec des pratiques dites New Age. Mais le problème, c'est que j'en ai perdu un peu cette simplicité d'enfant. Donc cette simplicité d'enfant, je la retrouve en fait avec la gnose traditionnelle. Et la gnose traditionnelle, voilà, me permet en tant que moine, de retrouver cette simplicité, de redescendre les pieds sur terre et d'aider voilà, toute personne qui le souhaite, qui en ont besoin. Et me permettre d'aider, d'accompagner par exemple des humains avec une plante de pouvoir, dite de l'iboga ou de l'ayahuasca, hein, qu'ici en Amérique du Sud, hein, ou le cannabis, que je ne prendrai pas, mais que j'apprendrai en tout cas à une personne à s'en libérer si elle est dans une phase d'addiction, qui m'est déjà
permis à différents moments de ma vie d'initier des personnes pour s'en libérer. Grâce à la gnose que j'ai reçue, grâce à cette expérience de vie personnelle, hein, et cette conscience de thérapeute, d'être en connexion avec les mémoires de l'autre, hein, pour aider l'autre à s'en sortir. Hein, parce que c'est là le but du thérapeute, c'est de monter sur cette échelle de Jacob, sur les plans de conscience supérieure, mais aussi d'en descendre tout en bas dans les arcanes de l'enfer. Et de cet enfer pas du tout agréable, de sortir les mémoires de l'autre et l'aider l'autre à s'en sortir. Hein, ce que l'initiation sataniste qui passe au travers, comment dire, entre guillemets, le côté freudien, hein, c'est on va pousser l'autre à s'enfermer en fait dans ses mémoires au lieu d'aller faire de l'alchimie traditionnelle et aider l'autre à alchimiser ses mémoires. En fait, on va renforcer son ego. Hein, dans la tradition de la gnose, pas de la gnose, pardon, dans la tradition que le côté freudien, la tradition freudienne, hein, c'est pas une tradition, c'est une contre-tradition, une contre-initiation, demande à ses disciples de la connaissance du savoir freudien, en tout cas d'enfermer leurs patients et de les renforcer leur ego. Une fois que leur ego est bien puissant, de les relâcher dans le système pour devenir des grands consommateurs avec un pouvoir d'illusion. Donc la gnose traditionnelle, moi j'ai été initié que ce soit du côté taoïste, avec le Qigong traditionnel, du côté du Yin Qigong, parce que je pratique, j'ai été initié pendant 5 ans à la tradition taoïste de la médecine chinoise, hein, la connaissance de la pharmacopée chinoise un peu, de l'énergétique, du plan énergétique grâce au Douyin, au massage, à l'automassage, grâce au Qigong traditionnel, le Yin Qigong, qui est le Qigong de la sagesse, pour se reconnecter à ce plan énergétique. Ça, c'est le circuit de conscience numéro 5, hein, qui est en lien avec ce circuit racine. Pour sortir de ce côté addictif du circuit racine, hein, materia prima, et pour rentrer en pleine connexion, la pleine conscience du circuit énergétique supérieur du 5. Et par le yoga traditionnel, j'ai appris à faire monter cette Kundalini en moi-même. Et cette Kundalini, bah, au lieu de subir la fatalité de mon destin, j'ai appris à transmuter, hein, cette charge de destin pour aller vers ma destinée. Et ma destinée, bah, elle est là à vous parler d'être un thérapeute voilà, dans son cabinet qui aide les humains à se libérer de leur souffrance, hein, avec une certaine joie de vivre, parce que c'est mon destin, c'est dans la joie de l'enfant, et ma destinée, c'est d'être autonome dans ma propre vie. Hein, en tout cas, je suis à ma place, et c'est pas forcément agréable pour tout le monde que je sois dans mon chemin de destinée. Et dans ce chemin de destinée, ben voilà, je donne la possibilité, hein, à toute personne qui le souhaite à se connecter, hein, à cette lumière, cette pureté d'enfance, à de faire du nettoyage de mémoire, hein, et ce nettoyage de mémoire, bah, à venir les transmuter, sans forcément prendre la plante moi-même et aider les humains à se libérer en prenant l'iboga, hein, à les accompagner, et petit à petit à lâcher l'iboga, parce que c'est comme nous, ce qu'on propose, en tout cas dans un accompagnement thérapeutique, soit ici au Brésil, hein, ou à distance, hein, dans les pays où l'iboga est légalisé, c'est de la prendre d'une façon homéopathique, c'est-à-dire se connecter à l'énergie de la plante, avec la tradition de la gnose, emmener un circuit de conscience dit de l'inférieur au supérieur, et avec des soins traditionnels et une initiation sur du long terme, donner un chemin personnalisé pour emmener l'autre à une libération adaptée à son propre chemin. Hein, parce que traditionnellement, on initie une personne à sortir de ses souffrances que en s'adaptant, en se mettant à son niveau. En se mettant à ce niveau, c'est tout le principe d'élever un enfant. Hein, éduquer, c'est mettre sa position de pouvoir sur l'enfant et l'enfant obéit. Hein, c'est le système, il propose qu'on obéisse, hein, tel des enfants aveugles, que papa et maman système guident. Et élever, qui est une autre position, c'est emmener en fait l'humain à
s'autonomiser en fait. C'est ça le but de l'initiation véritable. Le but d'un vrai thérapeute, d'un vrai chaman, d'un vrai gourou, pas un gourou ou un chaman de tourisme, hein, ou pas un gourou manipulateur comme il peut en exister, le vrai tam gourou, hein, emmener de l'ombre à la lumière, hein, c'est ça que veut dire gourou. Hein. Un chaman c'est homme médecine, hein, il utilise la route médecine pour libérer ici en Amérique du Sud les hommes malades, hein, les carioca malades ou dans la salva, la jungle, hein, en tout cas les ayahuasqueros emmènent leurs patients à se libérer de leur démon intérieur. Et là, moi, toute ma position, en tout cas d'exorciste, hein, en tout cas dans la pratique traditionnelle au travers la gnose pratiquée, c'est d'exorciser, aider l'autre à s'exorciser de ses démons au travers des pratiques traditionnelles, la prise de la plante pour faire monter en vibration, sortir des circuits de conscience inférieurs et monter dans les circuits de conscience dits supérieurs. Donc, il est possible de le faire sans la plante, il est possible de le faire avec la plante. Avec la plante, c'est beaucoup plus puissant, efficace, hein, un principe homéopathique qui va renforcer le positionnement dit thérapeutique. Le positionnement thérapeutique à lui-même peut se suffire, mais des fois, il y a des personnes, elles ont une lutte tellement forte dans leur mémoire, dans leur état d'âme, hein, par rapport à une illusion, à un orgueil, à un ego profond, parce qu'on a tous ce problème-là à régler au fond de nous-mêmes, problème d'ego et d'orgueil, hein, que moi-même je fais dans cette vie pour alchimiser, parce que je suis loin d'être parfait, sinon je serais sublimé, hein, je serais un bodhisattva à la capacité de sortir de ce plan sur commande, mais je suis loin de l'être à ce niveau-là, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Donc on a tous cette glu à transmuter, à dissoudre en fait, cette colle à dissoudre. Donc là est tout le principe thérapeutique, hein, pour sortir en fait de cette colle, à force de recevoir des accompagnements, des soins, hein, des guidances, une forme de guidance, hein, on peut dissoudre cette colle, apprendre à la dissoudre. Non seulement je suis là pour emmener une forme de lumière qui me traverse, hein, lorsque je suis ancré dans ma pleine capacité, que je suis dans le cabinet, hein, dans l'accueil en tout cas, je reçois et je donne. Hein, c'est le soin du Reiki véritable, hein, traditionnel de Michael Ushui. C'est aussi la capacité des véritables guérisseurs qui posent les mains, hein, les thaumaturges qui posent les mains sur la personne qui a un grand problème de souffrance d'état d'âme et qui va aider l'autre à se transmuter intégralement dans l'instant. Donc je suis loin d'être un apôtre ou d'être la position du Christ. Hein, dans la tradition chrétienne, il disait qu'il touchait et l'autre était guéri. Là, et les thaumaturges réalisaient. Hein, donc là est une grande capacité. C'est les grands mages initiés, les rois mages, ils sont dans la Bible, hein, on parlait des rois mages, étaient dans cette capacité. On parle des adeptes, en fait, ceux qui ont trouvé la pierre et ont cette capacité de guérir instantanément en tant que thaumaturge un être corrompu dans son âme et qui a une manifestation dans son corps physique de la maladie. Hein, la maladie qui, on dirait, du mal à dire les choses, hein, dans le langage des oiseaux. Donc c'est pour vous dire que il est possible de suivre un chemin thérapeutique traditionnel, hein, au travers certains initiés. Il en existe très peu. Moi, je vous dirais, en tant que thérapeute, moi, je suis passé par toutes les couleurs, hein. Que ce soit l'hôpital psychiatrique, que ce soit les drogues synthétiques du système, les drogues synthétiques du marché noir, que ce soit les drogues traditionnelles, pris d'une phase d'illusion en récréative ou pris d'une façon initiatique. Donc voilà, j'ai rencontré tous ces milieux. Donc moi je peux vous dire, le système il propose une voie qui permet d'étouffer la souffrance mais pas d'en sortir. Au contraire, ça met du voile sur des paquets de caca. C'est le terme que je vais employer, c'est voilà, ça met de la glu sur des paquets déjà bien lourds. Donc pour enlever toute cette glu des paquets lourds et ensuite faire le nettoyage des paquets lourds,
il demandait de faire confiance à un travail traditionnel. Et le travail traditionnel, il demande un véritable engagement. Et le véritable engagement, il a tout le positionnement de la personne qui vient avec toute humilité accepter de payer un soin. Hein, parce que le soin traditionnel, il demande un temps. Il demande un temps de préparation en amont, il demande un temps pendant le soin, il demande un temps après le soin. Hein, ce que ne fait pas forcément un psychologue dans le système où il enchaîne les clients à la chaîne. Hein, il en fait 15 dans la journée. Un thérapeute traditionnel, il va en faire 4. Hein. Normalement, un guérisseur, il reçoit 5 personnes dans la journée parce que, à moins que ce soit un thaumaturge qui guérit la chaîne, parce qu'il il a une auréole au-dessus de la tête, il a un taux vibratoire énorme, quoi. Il en existe tous les 2000 ans, quoi. Donc, moi, je vous propose en tout cas de faire attention aux thérapeutes New Age, qui au bout de 4-5 soins, on rentre dans un cycle d'addiction où il va devenir un peu notre fournisseur d'énergétique. Mais est-ce qu'on vit une véritable libération au bout de 4 séances? Est-ce qu'on a un véritable recul sur soi-même? Est-ce que, moi je vous demande de vous poser cette question au bout de 4 soins, est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous ressentez cette joie d'enfant, cette liberté? Je vous invite à être à l'écoute de ce mode de questionnement. Voilà, en tout cas, moi je suis passé par différentes thérapies et à chaque fois, j'ai été confronté à des êtres qui avaient un problème de pouvoir, qui me ramenait à moi-même. En fait, j'ai fini par comprendre que c'est moi-même qui avais un problème de pouvoir. Et ce problème de pouvoir, on doit tous y faire face un jour ou un autre. Hein. Le pouvoir transformé, on va dire que c'est être dans sa puissance. Hein, ça, dans la Kabbale, on apprend que sortir de l'influence du pouvoir, c'est être dans une forme de puissance maîtrisée. On appelle ça la sphère des maîtres. La sphère des maîtres, de la maîtrise en tout cas de soi, elle n'est pas dans la maîtrise du monde extérieur. Elle est dans la pleine écoute et la pleine acceptation du monde extérieur. Et on est dans une forme de guidance, de reliance intérieure, hein, d'être à l'écoute d'un symbolique, en tout cas d'une intuition profonde et d'un cœur vibrant qui nous emmène à faire des actes qui sont justes. On est juste on est à notre place et on n'utilise normalement aucun effort parce que c'est comme si on était porté par la grâce. Et il y a plus d'un saint d'ailleurs qui parle de cette grâce, ils ont toujours le sourire béat, le côté joyeux, douceur. Ouais, il y en a beaucoup qui le vivent silencieusement, qui n'en parlent pas. Il y a des initiés qui le vivent et silencieusement, ils vont rayonner dans le monde un état de grâce. Et par contre, très peu apportera cette grâce en Inde. En Inde, il y en a beaucoup qui sont reconnus dans cet état de grâce. Et dans la tradition indienne, hein, moi, je suis été formé par mon gourou à la tradition indienne qui s'appelle l'Ashtanga Yoga, hein, yoga traditionnel des 8 piliers, Ashtanga. Le 8e pilier, on parle des samadhis. Les samadhis, ça va être la grande libération. Samadhi, le Mahasamadhi, c'est la grande libération. Maha, ça veut dire grand, et Samadhi, ça veut dire libération. Libération de quoi? Du samskara, de la maya, de l'illusion. Et pour se libérer de l'illusion, c'est la pratique traditionnelle. Normalement, au bout de 7 ans, on a la science qui nous traverse. Là, je regarde les questions. On doit s'isoler pour s'émanciper. C'est vrai que c'est samadhi. Souvent, on a besoin de vivre un isolement. Hein, dans sa grotte, un isolement dans sa pratique méditative journalière, la nuit, parce que quand on est souvent éveillé, on dort très peu, on dort
4 à 2 heures des fois de la nuit, hein. On vit du rêve lucide, on dort pas vraiment. Moi ça m'arrive, hein, j'ai des phases où j'ai besoin de dormir, 5-6 heures, 7 heures, ça dépend ce que je vis dans ma vie fortement en événement. Puis des fois, 2 heures, 4 heures, bah, voilà, et puis j'accepte. Donc c'est pas évident, c'est pas confortable des fois, mais j'ai des messages qui viennent comme ça, c'est dans ma méditation profonde. Et ça, on appelle ça des samadhis, des libérations. Des fois, dans ces messages qui nous traversent, on a des révélations. On a la taligado, c'est la lumière qui s'allume en portugais. Il y a des moments d'éveil comme ça. Et là, on rigole tellement c'est waouh, ça nous passe au travers. Je voyais pas ça comme ça, et on dit que ça, c'est un moment d'éveil. Et là, des fois, c'est la Kundalini qui monte ou qui se rejoint comme ça fait tertiel et ça s'ouvre dans le cœur. C'est superbe à vivre, hein, c'est extatique. Donc, il y en a, ils sont en Inde comme ça, dans une extase spirituelle permanente. On les appelle les illuminés, hein, les fous de Dieu. Ils sont dans une ivresse permanente, sont déconnectés du monde physique et ils ont toute comment dire, une armée de dévots autour d'eux parce que ils sont des catalyseurs de la lumière qui passe au-delà de la bulle, je parlais de cette bulle dans laquelle nous vivons tous, et la lumière passe au travers eux. Et ils sont là extatiques en permanence jusqu'à la fin de leur vie. Et il y a Ama, par exemple, en Inde, elle fait des darshans sans arrêt. Hein, 3 jours d'affilée, 18 000 personnes dans ses bras, quoi. Mais comment elle fait, quoi? Bah, elle est canal en permanence. Voilà. Et elle a une armée de dévots autour d'elle qui gère le flux. Et tous ceux qui viennent recevoir un darshan, bah, ils sont transmutés, tac, transmutent les mémoires, et ils montent en vibration, les humains. Donc voilà, il y a des êtres comme ça, c'est des maîtres illuminés sur Terre, hein, qui vont donner un potentiel d'éveil, comme ça, ce sont des thaumaturges, des initiés. Donc voilà, je vais faire une petite pause parce que j'ai des raideurs, hein, comme ça qui est à force de vous parler. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter là d'ailleurs. Ça fait 77 minutes, ça fait un bon moment que je vous parle. J'ai assez échangé avec vous, je crois, pour aujourd'hui. Je vais vous laisser digérer un peu ce que vous venez de voir avec moi. Hein, la prochaine fois, je vous inviterai à voir ce circuit 6 de conscience, j'en ai un peu parlé, hein, avec voilà, à quoi c'est lié dans ce que j'ai vécu et dans ce circuit de conscience supérieure. Là, je vais boire un verre d'eau, je vais faire une pause de 5 minutes et je vous invite à faire le point si vous avez des questions, à me les poser, puis je vais vous faire un petit retour, un feedback comme ça de questions-réponses, voilà, en direct. À tout de suite.
Nicolas, você já terminou? Não, j'ai pas fini. Non, Ah, c'est 10 minutes, tá bom. ah, Obrigado. não, é porque eu acho que eu pedi só para guardar o computador. Ah, ok. Ouais, je suis de retour. Ah, il est tard ici, il est, je sais pas quelle heure il est, je vais vous dire ça. Ah, il est 8 h et j'ai bossé toute la journée, je suis un peu fatigué, j'ai faim. Donc je vais regarder vos questions et je vais manger un petit bout en même temps. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions? Ah si. Lama, merci pour cette vidéo. Bah, je vous en prie, c'est un grand plaisir. Et puis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous dis? Parce que j'ai déversé un flot là, de vécu, d'expérience sur les circuits de conscience. Ou si vous n'avez pas de questions, après je vais vous laisser, hein. Ok. Je vois pas de retour. Bah, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Puis je vous dis à la prochaine pour la suite des circuits. Au revoir. Et merci encore d'avoir suivi.